Intérêts multiples de la psychanalyse. Sigmund Freud. Intérêts multiples de la psychanalyse. Chapitre 1. Intérêt psychologique de la psychanalyse. La psychanalyse est un acte médical qui vise à guérir certaines formes de nervosité, névrose. Dans un ouvrage publié en 1910, j'avais déjà à décrire l'évolution de la psychanalyse depuis son point de départ dans la méthode cathartique de J. Breuer et ses relations avec les théories de Charcot et P. Janet Asterisk. Comme exemple de forme pathologique accessible à la psychanalyse, on peut citer les convulsions et les inhibitions de l'hystérie et les divers symptômes de la névrose obsessionnelle, actes et idées obsessionnelles. Ce sont des états qui disparaissent parfois spontanément et répondent de manière capricieuse, jusqu'alors inexpliquée, à l'influence personnelle du médecin. Dans les formes graves des troubles mentaux proprement dits, la psychanalyse n'atteint aucun résultat positif. Mais aussi bien dans les psychoses que dans les névroses, pour la première fois dans l'histoire de la médecine, il nous livre une vision des origines et du mécanisme de ces maladies. Cette importance médicale de la psychanalyse ne justifierait pas la tentative de la présenter à un cercle de savants intéressés par la synthèse des sciences, encore moins lorsqu'une telle entreprise paraîtrait prématurée alors qu'une grande partie des psychiatres et des neurologues continuent de s'opposer aux nouvelles méthodes thérapeutiques et rejeter à la fois ces hypothèses et ces résultats. Si toutefois je considère cette tentative légitime, c'est parce que la psychanalyse aspire à intéresser les hommes de science autres que les psychiatres, puisqu'elle s'étend à plusieurs autres secteurs scientifiques différents et établit des relations insoupçonnées entre eux et la pathologie de la vie psychique. Je laisserai donc de côté, pour l'instant, l'intérêt médical de la psychanalyse et j'essaierai de démontrer, par une série d'exemples, mes affirmations antérieures sur notre jeune science. Aussi bien chez l'homme normal que chez le malade on rencontre une série de mimiques et d'expressions verbales et de nombreux produits mentaux qui n'ont pas fait jusqu'ici l'objet de psychologie parce qu'on les considérait simplement comme les résultats d'un trouble organique ou d'une diminution anormale de la capacité fonctionnelle de l'appareil mental. Je fais référence aux fonctions défaillantes, fautes orales ou écrites, oubli, etc., aux actes occasionnels et aux rêves des normaux et aux attaques convulsives, délires, visions, idées et actes obsessionnels des névrosés. Ces phénomènes, tant qu'ils ne sont pas passés, comme des fonctions défaillantes, totalement inaperçues, ont été confiés à la pathologie, s'efforçant de trouver des explications physiologiques qui n'ont jamais été satisfaisantes. La psychanalyse a montré, au contraire, que tous ces phénomènes peuvent être expliqués et intégrés dans l'ensemble connu des événements psychiques au moyen d'hypothèses de nature purement psychologique. Notre discipline a ainsi restreint le rayon d'action de la physiologie, conquérant, d'autre part, à la psychologie une part considérable de la pathologie. La force probante maximale correspond ici aux phénomènes normaux, sans que la psychanalyse soit accusée de transférer vers le normal des connaissances extraites du matériel pathologique. Car ils apportent leurs preuves indépendamment les uns des autres dans chacun de ces secteurs et montrent ainsi que les processus normaux et les processus dits pathologiques suivent les mêmes règles. Des phénomènes normaux auxquels nous venons de faire référence, c'est-à-dire de ceux observables chez l'homme normal, nous accorderons une attention préférentielle à deux, les défaillances fonctionnelles et les rêves. Les fonctions défaillantes, c'est-à-dire l'oubli occasionnel de mots et de noms, l'oubli de but, les erreurs orales de lecture et d'écriture, la perte d'objets, leur perte définitive, certaines erreurs contraires à nos meilleures connaissances, certains gestes et mouvements habituels, tout cela que nous rassemblons sous le nom commun de fonctions défaillantes de l'homme sain et normal a, en général, reçu très peu d'attention de la part de la psychologie, étant attribué à la distraction et étant considéré comme dérivé de la fatigue, du manque d'attention ou d'un effet accessoire de certains états pathologiques bénins. La recherche analytique a montré avec suffisamment de certitude que ces derniers facteurs constituent, tout au plus, des circonstances favorables à la production des phénomènes de référence, mais jamais des conditions indispensables à celles-ci. Les fonctions défaillantes sont de véritables phénomènes psychiques et comportent toujours un sens et une tendance, constituant l'expression de certaines intentions, qui, du fait de la situation psychologique donnée, ne trouvent pas d'autre moyen de s'extérioriser.
Une telle situation est, en général, celle correspondant à un conflit psychique et en elle la tendance vaincue est privée d'expression directe et dérivée par des voies indirectes. L'individuo que commette l'acto fallido pud darsquenter de eli pud conocer separadament la tendencia reprimida que en su fondo existe, pero ignora, en cambio, quasi siempre y hasta que el análisis el urvela, la relation causale existante entre la tendencia et l'acte. Les analyses des fonctions défaillantes sont souvent simples et rapides. Une fois l'échec constaté par le sujet, sa première occurrence apporte généralement avec elle l'explication recherchée. Les actes ratés constituent le matériau le plus confortable pour confirmer les hypothèses psychanalytiques. Dans un ouvrage datant de 1904, j'ai rassemblé de nombreux exemples de cet ordre, avec leur interprétation correspondante, collection qui s'est depuis enrichie des apports d'autres observateurs. Le motif qui nous pousse le plus souvent à refouler une intention, la forçant ainsi à se contenter de trouver une expression indirecte dans un acte raté, est l'évitement du désagrément. C'est ainsi que l'on oublie obstinément un nom propre lorsque l'on nourrit une colère secrète envers la personne à qui il correspond ou que l'on cesse de réaliser des fins que l'on n'aurait réalisées qu'à contre-cœur, contraint, par exemple, par des commodités sociales. On perd un objet quand on s'est brouillé avec la personne à qui il nous rappelle ou qui nous l'a donné. Nous avons pris le mauvais train lorsque nous avons commencé le voyage avec dégoût et nous aurions voulu rester là où nous devions déménager. Là où l'évitement du désagrément comme cause de ces défaillances fonctionnelles nous apparaît le plus clairement, c'est dans l'oubli des impressions et des expériences, circonstances déjà observées par les auteurs préanalytiques. La mémoire est très partielle et montre une grande disposition à exclure de la reproduction les impressions auxquelles s'attache un affect douloureux, bien qu'elles ne réussissent pas toujours. Dans d'autres cas, l'analyse d'un acte raté est moins simple et conduit à des solutions moins transparentes du fait de l'intervention d'un processus, que nous appelons déplacement. Ainsi, lorsque nous oublions le nom d'une personne contre laquelle nous n'avons rien, l'analyse nous fait voir que ce nom a réveillé associativement la mémoire d'une autre personne portant le même nom ou un nom similaire qui nous inspire le dégoût. L'oubli du nom de l'innocent a été une conséquence d'une telle relation, aboutissant à l'intention d'oublier d'avoir subi une sorte de déplacement le long d'un certain chemin associatif. L'intention d'éviter les désagréments n'est pas la seule cause des actes ratés. Dans de nombreux cas, l'analyse découvre d'autres tendances qui, ayant été supprimées dans la situation correspondante, ont dû se manifester comme des troubles d'une fonction. Ainsi, les fautes orales révèlent souvent des pensées que le sujet voulait cacher à son interlocuteur. Plusieurs grands poètes ont compris ce sens de telles erreurs et les ont utilisées dans leurs œuvres. La perte d'objets de valeur s'avère souvent être un sacrifice, destiné à conjurer un malheur redouté. Ce n'est pas la seule superstition qui s'impose encore aux hommes instruits sous la forme d'un acte raté. La perte temporaire d'objets n'est, le plus souvent, que la réalisation inconsciente du désir de les voir disparaître, et leur casse, pour les remplacer par de meilleurs. L'explication psychanalytique des fonctions défaillantes entraîne, malgré l'insignifiance de ces phénomènes, une certaine modification de notre conception du monde. Nous trouvons d'ailleurs que l'homme normal est animé de tendances contradictoires beaucoup plus fréquemment qu'on ne le soupçonnait. Le nombre d'événements que nous appelons hasard est considérablement limité. D'une certaine manière, il est réconfortant de penser que la perte d'objets n'est presque jamais une coïncidence, et que nos maladresses ne sont souvent que le déguisement d'intentions cachées. Beaucoup plus importante est la découverte analytique d'une participation inavouée de la volonté propre du sujet à de nombreux accidents graves, qui autrement auraient été attribués au hasard. Ce constat de la psychanalyse rend encore plus épineuse la différenciation entre mort accidentelle et suicide, déjà si difficile dans la pratique. L'explication des actes ratés présente, bien sûr, une valeur théorique indéniable en raison de la simplicité de la solution et de la fréquence de tels phénomènes chez l'homme normal. Mais comme le résultat de la psychanalyse n'est pas comparable en importance à celui obtenu dans son application à un autre phénomène que la vie mentale des hommes sains, je me réfère à l'interprétation des rêves avec laquelle la psychanalyse commence à se placer face à la science officielle.
La recherche médicale considère le rêve comme un phénomène purement somatique, dépourvu de tout sens et signification, n'y voyant que la réaction de l'organe mental, endormi à des stimuli somatiques, qui le forcent à se réveiller partiellement. La psychanalyse, dépassant la singularité, l'incohérence et l'absurdité du phénomène onirique, l'élève à la catégorie d'acte psychique qui a un sens et une intention propre et occupe une place dans la vie psychique de l'individu. Pour elle, les stimuli somatiques ne sont qu'un des matériaux qu'élabore la formation des rêves. Entre ces deux conceptions du rêve, il n'y a pas d'accord possible. Contrairement à la conception physiologique, il témoigne de son infertilité. En faveur de la psychanalyse, on peut soutenir qu'elle a traduit des milliers de rêves avec plein de sens et appliqué à la découverte de la vie mentale la plus intime de l'homme. Dans un ouvrage publié en 1900, j'ai traité le sujet très important de l'interprétation des rêves, ayant plus tard la satisfaction de vérifier que presque tous mes collaborateurs dans la recherche psychanalytique ont confirmé et promu, avec leurs propres contributions, les théories que j'ai commanditées en le même. Il est aujourd'hui unanimement reconnu que l'interprétation des rêves est la pierre angulaire du travail psychanalytique et que ces résultats constituent l'apport le plus important de la psychanalyse à la psychologie. Il ne m'est pas possible de présenter ici la technique par laquelle on parvient à l'interprétation des rêves, ni d'étayer les résultats auxquels a conduit l'élaboration psychanalytique des rêves. Je devrais donc me borner à signaler quelques concepts nouveaux, communiquer les résultats analytiques et souligner leur importance pour la psychologie normale. Ainsi, la psychanalyse nous enseigne ceci: tout rêve a un sens, sa singularité vient des déformations que son expression a subies, son absurdité est intentionnelle et exprime la moquerie, l'insulte et la contradiction, son incohérence est différente pour l'interprétation. Ce dont nous nous souvenons du rêve au réveil n'est rien d'autre que son contenu manifeste. En appliquant la technique interprétative à ce contenu manifeste, nous arrivons aux idées latentes qui se cachent derrière lui, en lui confiant sa représentation. Ces idées latentes ne sont plus singulières, incohérentes ou absurdes, mais des éléments pleinement significatifs de notre pensée éveillée. Le processus qui a transformé les idées latentes du rêve en contenu manifeste du rêve est désigné par nous comme l'élaboration du rêve, et c'est lui qui opère la déformation, à la suite de quoi nous ne reconnaissons plus dans le contenu du rêve, j'en rêve les idées. L'élaboration des rêves est un processus d'un ordre jusque-là inconnu en psychologie et présente un double intérêt. En premier lieu, elle révèle des processus nouveaux tels que la condensation, des représentations, et le déplacement, de l'accent psychique d'une représentation à l'autre, que nous n'avons pas trouvé dans la pensée éveillée ou seulement à la base d'erreurs dites mentales. Mais, en plus, elle nous permet de deviner dans la vie mentale un dynamisme dont l'action est restée cachée à notre perception consciente. On s'aperçoit qu'il y a en nous une censure, un corps examinateur qui décide si une représentation émergente doit ou non parvenir à la conscience, et exclut inexorablement, dans son rayon d'action, tout ce qui peut déplaire ou la réveiller. On se souviendra que tend cette tendance à. En évitant le mécontentement causé par la mémoire ainsi que les conflits qui surgissent entre les tendances de la vie psychique, nous trouvons déjà des indications dans l'analyse des fonctions défaillantes. L'étude de l'élaboration des rêves nous impose une conception de la vie psychique qui semble résoudre les questions les plus discutées en psychologie. L'élaboration du rêve nous oblige à supposer l'existence d'une activité psychique inconsciente plus large et plus importante que celle liée à la conscience, déjà connue et explorée. Nous reviendrons sur ce point lorsque nous traiterons de l'intérêt philosophique de la psychanalyse. De même, elle permet de réaliser une articulation de l'appareil psychique dans diverses instances ou systèmes, et montre que des processus de nature très différente se développent dans le système. De l'activité mentale inconsciente, celle de ceux qui sont perçus dans la conscience. La fonction de l'élaboration onirique n'est que de maintenir l'état de repos. Le sommeil, phénomène onirique, est le gardien de l'état de repos. De leur côté, les idées du rêve se retrouvent au service des fonctions psychiques les plus diverses. L'élaboration du rêve remplit sa mission, représentant réalisé, de manière hallucinatoire, un désir émergent des idées du rêve.
On peut dire sans se tromper que l'étude psychanalytique des rêves a fourni le premier aperçu d'une psychologie abyssale ou psychologie de l'inconscient jusque-là insoupçonnée. La psychologie normale devra donc subir des modifications fondamentales pour s'harmoniser avec ces nouvelles connaissances. Il ne nous est pas possible de procéder, dans les limites de cet ouvrage, à un exposé complet de l'intérêt psychologique de l'interprétation des rêves. Laissant bien établi que le rêve est un phénomène chargé de sens, et comme tel un objet de la psychologie, nous traiterons des découvertes apportées à la psychologie par la psychanalyse dans le champ pathologique. Si les nouveautés psychologiques déduites de l'étude des rêves et des fonctions défaillantes ont une existence et des valeurs réelles, elles nous aideront à expliquer d'autres phénomènes. C'est bien le cas, et la psychanalyse a montré que les hypothèses d'activité mentale inconsciente, de censure et de refoulement, de distorsion et de production de substituts, déduites de l'analyse de ces phénomènes normaux, facilitent pour la première fois la compréhension de toute une série de phénomènes pathologiques, nous fournissant en quelque sorte la clé de toutes les énigmes de la psychologie des névroses. Les rêves constituent ainsi le prototype normal de tous les produits psychopathologiques et leur compréhension nous révèle les mécanismes psychiques des névroses et des psychoses. À partir de ses recherches sur les rêves, la psychanalyse a pu construire une psychologie des névroses, que la poursuite des travaux rend de plus en plus complète. Pour la démonstration tentée ici de l'intérêt psychologique de notre discipline, nous n'avons qu'à traiter assez longuement de deux points de ce grand ensemble, la démonstration que de nombreux phénomènes de la pathologie que l'on croyait expliquer psychologiquement sont des actes psychiques, et que là les processus qui produisent les résultats anormaux peuvent être attribués aux forces motrices psychiques. Précisons le premier de ces énoncés par quelques exemples. Les attaques hystériques ont longtemps été reconnues comme des signes d'excitation émotionnelle élevée et assimilées à des explosions d'affect. Charcot a essayé d'enfermer la diversité de ces formes dans des formules descriptives. J. Janet a découvert la représentation inconsciente derrière ces attaques. La psychanalyse y a vu des représentations mimiques de scènes vécues ou fantasmées qui occupent l'imaginaire du patient à son insu. Le sens de telles pantomimes est voilé aux yeux du spectateur au moyen de condensations et de déformations des actes représentés. Ce point de vue s'applique à tous les autres symptômes typiques des patients hystériques. Toutes sont, en effet, des représentations mimiques ou hallucinatoires de fantasmes qui dominent inconsciemment sa vie affective, et signifient une satisfaction de désirs secrets refoulés. Le caractère tourmentant de ces symptômes vient du conflit interne provoqué dans la vie mentale de ces patients par la nécessité de combattre ces pulsions facultatives inconscientes. Dans un autre état névrotique, la névrose obsessionnelle, les patients sont soumis à l'exécution douloureuse d'un cérémonial sans sens apparent, consistant en la répétition d'actes totalement indifférents, tels que se laver ou s'habiller, obéir à des préceptes insensés ou observer de mystérieuses inhibitions. Pour le travail psychanalytique, ce fut un triomphe de prouver que tous ces actes obsessionnels, même les plus insignifiants, ont un sens plein et reflètent à travers un matériau indifférent les conflits de la vie, la lutte entre les tentations et la coercition morale, le même désir rejeté et les châtiments et pénitences avec lesquels vous voulez compenser. Dans une forme différente de la même maladie, le sujet souffre d'idées douloureuses, de représentations obsédantes dont le contenu lui est impérativement imposé, accompagnées d'affects dont la nature et l'intensité ne correspondent presque jamais au contenu des idées obsédantes. La recherche analytique a montré ici que de telles affections sont parfaitement justifiées, correspondant à des reproches fondés, au moins, sur une réalité psychique. Mais les idées attachées à ces affects ne sont plus des idées primitives, mais des idées différentes, liées à elles par un déplacement, substitution, de quelque chose de refoulé. La réduction de ces déplacements ouvre la voie à la connaissance des idées refoulées et nous montre que le lien entre affect et représentation est parfaitement adéquat. Dans une autre affection nerveuse, la démence précoce incurable, paraphrénie, schizophrénie, dans laquelle les malades manifestent une indifférence absolue, on trouve fréquemment comme seuls actes certains mouvements et gestes, uniformément répétés, auxquels on a donné le nom de stéréotypie.
L'investigation analytique de tels actes, menée par Santigram Jung, nous a permis d'y reconnaître des résidus d'actes mimiques pleins de sens, au moyen desquels une expression était préalablement créée par les pulsions optionnelles qui dominaient le sujet. L'application d'hypothèses analytiques aux discours les plus absurdes et aux attitudes et gestes les plus singuliers de ces patients a permis leur compréhension et leur intégration dans la vie mentale commune du sujet. De manière analogue, cela se produit avec les délires, les hallucinations et les systèmes délirants de divers autres malades mentaux. Là où l'arbitraire le plus singulier semblait régner, le travail psychanalytique a découvert une norme, un ordre et une cohérence. Les formes pathologiques psychiques les plus diverses ont été reconnues comme les résultats de processus fondamentalement identiques, susceptibles d'être appréhendés et décrits au moyen de concepts psychologiques. Partout on retrouve la mise en scène du conflit psychique découvert dans l'élaboration des rêves, le refoulement de certaines pulsions instinctives, rejetées dans l'inconscient par d'autres forces psychiques, les produits réactifs des forces répressives et les produits substituts des forces refoulées, mais non totalement dépourvus de leur énergie. Partout nous trouvons aussi dans ces processus ces autres, condensations et déplacements, qui nous ont été révélés par l'étude des rêves. La diversité des formes pathologiques observées dans la clinique psychiatrique dépend de deux autres facteurs, la multiplicité des mécanismes psychiques disponibles au travail de refoulement et la multiplicité des dispositions historico-évolutives qui permettent aux pulsions refoulées d'arriver à devenir des produits de substitution. Une bonne moitié du travail psychiatrique est confiée par la psychanalyse à la psychologie. Mais ce serait une grave erreur de croire que l'analyse aspire à une conception purement psychologique des troubles mentaux. On ne peut ignorer que l'autre moitié du travail psychiatrique a pour contenu l'influence des facteurs organiques, mécaniques, toxiques, infectieux, sur l'appareil mental. Dans l'étiologie des troubles psychiques, même pour les plus bénins, comme les névroses, n'admet pas une origine purement psychogène, mais cherche sa motivation dans l'influence de la vie mentale par un élément indubitablement organique, dont nous essaierons plus tard. Les résultats psychanalytiques, susceptibles d'atteindre une signification importante pour la psychologie générale, sont trop nombreux pour que nous puissions les détailler dans ce bref ouvrage. Nous ne citerons, sans nous attarder sur leur examen, que deux points précis, la manière non équivoque dont la psychanalyse revendique dans la vie mentale le primat des processus affectifs et sa démonstration qu'il existe chez l'homme normal, tout comme chez le malade, un trouble insoupçonné et affectif. Assombrissement de l'intellect. Épisode 2. L'intérêt de la psychanalyse pour les sciences non psychologiques. A. Intérêt philologique. En postulant l'intérêt philologique de la psychanalyse, je dépasse sûrement le sens habituel du mot « philologie », c'est-à-dire « science du langage », puisque sous le concept de langage je n'entends pas seulement l'expression de la pensée par des mots, mais aussi au langage gestuel et à toutes les autres formes d'expression de l'activité mentale, comme l'écriture. Il faut tenir compte du fait que les interprétations de la psychanalyse sont d'abord des traductions d'une forme expressive qui nous est étrangère dans une autre familière à notre pensée. Lorsque nous interprétons un rêve, nous ne faisons que traduire à partir de le langage du rêve à celui de notre vie éveille un certain contenu mental, les idées latentes du rêve. En réalisant ce travail, nous apprendrons à connaître les particularités de ce langage onirique, et nous aurons l'impression qu'il appartient à un système d'expression très archaïque. Ainsi, on observe que la négation ne trouve jamais en elle une expression directe spéciale, et que le même élément sert de représentation aux idées antithétiques. Autrement dit, dans le langage des rêves, les concepts sont encore ambivalents, ils unissent en eux-mêmes des sens opposés, une condition que, selon les hypothèses des philologues, les racines les plus anciennes des langues historiques présentaient également. Une autre caractéristique singulière de notre langage onirique est l'utilisation très fréquente de symboles, circonstance qui permet dans une certaine mesure une traduction du contenu onirique, sans l'aide d'associations individuelles. L'essence de ces symboles n'a pas encore été pleinement appréhendée par la recherche, ce sont des substitutions et des comparaisons, fondées sur des analogies clairement visibles dans certains cas, tandis que dans d'autres l'éventuel tertium comparationis échappe complètement à notre perception consciente.
Ces derniers symboles seraient précisément ceux qui proviendraient des phases les plus primitives du développement du langage et de la formation des concepts. Dans le rêve, ce sont principalement les organes et fonctions sexuelles qui font l'expérience d'une représentation symbolique plutôt que directe. Le philologue Hans Sperber, d'Uppsala, a tenté de prouver dans un ouvrage récent que ces mots qui désignaient à l'origine les activités sexuelles ont subi, grâce à de tels processus comparatifs, de nombreux changements de sens. Compte tenu du fait que les moyens de représentation du rêve sont principalement des images visuelles et non des mots, nous devrons l'assimiler plus adéquatement à un système d'écriture qu'à un langage. En réalité, l'interprétation d'un rêve est une tâche tout à fait analogue à celle de déchiffrer une écriture figurative ancienne, comme celle des hiéroglyphes égyptiens. Dans les deux cas, nous trouvons des éléments non destinés à l'interprétation, ou respectivement à la lecture, mais plutôt à faciliter, en tant que déterminatif, la compréhension d'autres éléments. La signification multiple des divers éléments du rêve trouve également son reflet dans ces systèmes graphiques anciens, ainsi que l'omission de certaines relations qui, dans les deux cas, doivent être déduites du contexte. Si une telle conception de la représentation du rêve n'est pas encore largement développée, c'est uniquement parce que le psychanalyste manque de ces connaissances que le philologue pourrait appliquer à un sujet comme le rêve. On peut dire que le langage des rêves est la forme expressive de l'activité mentale inconsciente, mais l'inconscient parle plus d'un dialecte. Parmi les diverses conditions psychologiques qui caractérisent et différencient les différentes formes de névrose, nous trouvons également des changements constants dans l'expression des impulsions mentales inconscientes. Alors que le langage mental de l'hystérie coïncide complètement avec le langage figuratif des rêves, des visions, etc., on rencontre des produits langagiers particuliers pour le langage idéologique des névroses et paraphrénies obsessionnelles, démence précoce et paranoïa, produits qui dans toute une série de cas nous pouvons déjà nous comprendre et nous relier les uns aux autres. Ce que l'hystérique représente par le vomissement se manifestera chez les malades atteints de névrose obsessionnelle par des mesures préventives douloureuses contre l'infection, et chez les paraphréniques par l'accusation ou le soupçon qu'il s'agit de les empoisonner. Ce qui trouve ainsi une expression aussi diverse n'est rien d'autre que le désir refoulé et inconscient d'engendrer un enfant dans son sein, ou, corrélativement, la défense du patient contre un tel désir. B. Intérêt philosophique. Dès que la philosophie se fondera sur la psychologie, elle devra s'occuper largement des apports psychanalytiques à la dite science et réagir à ce nouvel accroissement de nos connaissances comme elle a réagi à tous les progrès importants des sciences spéciales. La découverte des activités psychiques inconscientes doit obliger la philosophie en particulier à prendre son parti, et en cas de penchant du côté de la psychanalyse, à modifier ses hypothèses sur les rapports entre le psychique et le physique, jusqu'à ce qu'elles correspondent aux nouvelles découvertes. Les philosophes ont, bien sûr, traité à maintes reprises le problème de l'inconscient, mais adoptant généralement, à quelques exceptions près, l'une des deux positions suivantes, soit ils ont considéré l'inconscient comme quelque chose de mystique, d'insaisissable et d'improuvable, dont le rapport au psychique demeurait dans l'obscurité, ou ils ont identifié le psychique avec le conscient, déduisant après cette définition que quelque chose qui était inconscient ne pouvait pas être psychique. Et, par conséquent, un objet de la psychologie. Ces attitudes viennent des philosophes ayant jugé l'inconscient sans connaître d'abord les phénomènes de l'activité psychique inconsciente et, par conséquent, sans soupçonner son extraordinaire affinité avec les phénomènes conscients, ni les caractères qui les différencient d'eux. Si, après avoir acquis une telle connaissance des phénomènes inconscients, quelqu'un maintient encore l'identification du conscient avec le psychique, et donc dénie à l'inconscient tout caractère psychique, nous n'aurons qu'à lui objecter qu'une telle différenciation est inutile. À partir de son rapport intime avec le conscient, il est aisé de décrire l'inconscient et de suivre ses évolutions, chose impossible à réaliser, du moins jusqu'à présent, à partir du processus physique. L'inconscient doit donc continuer à être considéré comme un objet de la psychologie. Il y a encore un autre aspect par lequel la philosophie peut recevoir l'impulsion de la psychanalyse, c'est d'en devenir l'objet.
Les systèmes et théories philosophiques sont l'œuvre d'un nombre limité de personnes d'une individualité exceptionnelle, et la philosophie est la discipline dans laquelle la personnalité du scientifique joue le plus grand rôle. Maintenant donc, la psychanalyse permet de donner une psychographie de la personnalité, voire plus loin son intérêt sociologique. Elle nous apprend à connaître les unités affectives, les complexes dépendants des instincts, que nous devons présupposer en chaque individu, et elle nous initie à l'étude des transformations et des résultats finaux engendrés par ces forces instinctives. Découvrez les relations entre les dispositions constitutionnelles de la personne, ses destinations et les avantages qui peuvent être obtenus grâce à des compétences particulières. Avant le travail artistique, il lui est possible de deviner, avec plus ou moins de certitude, la personnalité qui se cache derrière lui, et de cette façon il peut découvrir la motivation subjective et individuelle des théories philosophiques, découlant d'un travail logique impartial, et pointe du doigt les points faibles du système. Cette critique n'est plus la tâche de la psychanalyse puisque, naturellement, la détermination psychologique d'une théorie n'exclut pas sa justesse scientifique. C'est intérêt biologique. La psychanalyse n'a pas eu, comme d'autres sciences modernes, la chance d'être accueillie avec un intérêt plein d'espoir par ceux qui se préoccupent du progrès des connaissances. Pendant longtemps, elle fut privée de toute attention, et lorsqu'il ne fut plus possible de l'ignorer, ceux qui s'étaient donné la peine de la soumettre à un procès attentif en firent l'objet d'une violente hostilité dépendante de raisons affectives. La cause d'un tel accueil contraire a été la découverte faite par notre discipline dans ses premiers objets de recherche que les maladies nerveuses étaient l'expression d'un trouble de la fonction sexuelle, découverte qui l'a amené à se consacrer à l'investigation de cette fonction, si longtemps négligée. Or, quiconque reste fidèle au principe selon lequel les jugements scientifiques ne doivent pas être influencés par des attitudes affectives, devra reconnaître cette orientation investigatrice du La psychanalyse a un haut intérêt biologique, voyant dans les résistances qui lui sont opposées une nouvelle preuve de leurs affirmations. La psychanalyse a rendu justice à la fonction sexuelle humaine, explorant à fond son importance extraordinaire pour la vie mentale et pratique, une importance déjà soulignée par de nombreux poètes et certains philosophes, mais jamais reconnue par la science. De telles recherches nécessitaient comme prémisse un élargissement du concept de sexualité, indûment restreint, justifié par certaines transgressions sexuelles, les soi-disant perversions, et par le comportement de l'enfant. Il s'est avéré impossible de continuer à affirmer la sexualité de l'enfance jusqu'à l'éclatement soudain des pulsions sexuelles au moment de la puberté. Une observation impartiale et sans préjugés a prouvé, au contraire, sans difficulté que le sujet humain infantile engage des intérêts et des activités sexuelles à toutes les périodes de cette période de son existence et depuis le début de celle-ci. L'importance de cette sexualité infantile n'est pas diminuée par le fait qu'il n'est pas possible d'en tracer les contours avec une entière certitude, en la différenciant en tous ces points de l'activité asexuée de l'enfant. Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit de quelque chose de très différent de la sexualité dite « normale » de l'adulte. Son contenu contient les germes de toutes ces activités sexuelles que nous opposerons plus tard comme des perversions à la vie sexuelle normale, nous apparaissant incompréhensibles et vicieuses. De la sexualité infantile surgit la norme de l'adulte à travers une série de processus évolutifs, d'associations, de dissociations et de refoulements qui ne se développent jamais de manière idéalement parfaite et laissent derrière eux, comme conséquence d'une telle imperfection, des dispositions à un refoulement de la sexualité. État. La sexualité infantile a deux autres qualités biologiquement très intéressantes. Il se révèle être composé d'une série d'instincts partiels liés à certaines régions du soma zones érogènes, dont certains surgissent dès le début, formant des paires antithétiques, c'est-à-dire comme des instincts à finalité active et passive. De la même manière que dans les états ultérieurs de l'appétit sexuel, ce ne sont pas seulement les organes sexuels de l'être aimé, mais tout son corps, qui constitue un objet sexuel, il s'avère être chez l'enfant le point d'origine de l'excitation sexuelle. Et la production de désir sexuel, le plaisir sexuel avant un stimulus approprié, non seulement les organes génitaux, mais aussi d'autres parties différentes du soma.
Étroitement lié à cela, nous trouvons le deuxième caractère particulier de la sexualité infantile, son attachement initial à des fonctions axées sur la conservation telles que la prise alimentaire, l'excrétion, et probablement aussi l'innervation musculaire et l'activité sensorielle. En étudiant la sexualité de l'adulte à l'aide de la psychanalyse et en observant la vie de l'enfant à la lumière des connaissances ainsi acquises, on ne nous montre plus la sexualité comme une fonction visant uniquement la reproduction et équivalente aux fonctions digestives, respiratoires, etc. mais comme quelque chose de beaucoup plus indépendant, plutôt opposé à toutes les autres activités de l'individu et qui n'est contraint que par une évolution compliquée, très riche en restrictions, d'entrer dans la ligue de l'économie individuelle. Le cas, théoriquement très possible, que les intérêts de ces tendances sexuelles ne coïncidant pas avec ceux de la conservation individuelle, apparaît réalisé dans le groupe pathologique des névroses, puisque la dernière formule dans laquelle la psychanalyse a concrétisé l'essence des névroses affirme que l'origine le conflit d'où naissent les névroses est celui entre les pulsions d'entretien du moi et les pulsions sexuelles. Les névroses correspondent à une défaite plus ou moins partielle du moi par la sexualité, après que le moi a échoué dans sa tentative de maîtrise de la sexualité. Au cours de notre travail psychanalytique, nous avons trouvé nécessaire de rester à l'écart des points de vue biologiques et de ne pas non plus les utiliser à des fins heuristiques, afin d'éviter des erreurs dans l'appréciation impartiale des résultats analytiques. Mais une fois ce travail terminé, il faudra chercher sa confirmation biologique, et nous sommes heureux de le voir abouti sur plusieurs points essentiels. La antithèse entre los instinto dell'io et l'instinto sexual, à la que ubimos de referir la génésie de las neurosis, se prolonga al terreno biologico, como antithèse entre los instinto encaminados a la conservation del individuo y otros puestos al servicio de la continuation de l'espèce. En biologie, on bute sur l'idée plus large du plasma germinal immortel, dont dépendent les individus périssables, comme des organes successivement développés, idée qui finalement facilite la compréhension exacte du rôle joué par les forces pulsionnelles sexuelles dans la physiologie et la psychologie de l'individu. Être individuel. Malgré nos efforts pour éviter les termes et les points de vue biologiques dans notre travail psychanalytique, nous ne pouvons nous empêcher de les utiliser dans la description des phénomènes que nous avons étudiés. Le concept des instincts s'impose à nous comme un concept frontière entre les conceptions psychologiques et biologiques, et l'on parle de qualités et de tendances mentales masculines et féminines, bien que les différences de sexe ne puissent pas vraiment prétendre à une caractéristique psychique particulière. Ce que dans la vie nous appelons masculin ou féminin se réduit, pour la considération psychologique, au caractère d'activité et de passivité, c'est-à-dire à des qualités qui ne peuvent être attribuées aux instincts eux-mêmes, mais à leur fin. Dans la communauté constante de tels instincts, actifs et passifs, de la vie mentale, se reflète la bisexualité des individus, postulat clinique de la psychanalyse. Je serais heureux d'avoir réussi à attirer l'attention avec ces considérations sur la large médiation que la psychanalyse établit entre la biologie et la psychologie. D. L'intérêt de la psychanalyse pour l'histoire de l'évolution. Toutes les analyses de phénomènes psychologiques ne méritent pas le nom de psychanalyse. Ce dernier signifie quelque chose de plus que la décomposition de phénomènes composés en phénomènes plus simples, elle consiste en une réduction d'un produit psychique à d'autres qui l'ont précédé dans le temps et à partir desquels il s'est développé. La méthode médicale psychanalytique ne serait pas capable de supprimer un seul symptôme pathologique si elle n'étudiait pas sa genèse et son développement, et ainsi la psychanalyse devait être orientée dès le début vers l'investigation des processus évolutifs. Ainsi, il découvrit d'abord la genèse des symptômes névrotiques et dans sa progression ultérieure il dut étendre son champ d'action à d'autres produits psychiques et réaliser avec eux le travail d'une psychologie génétique. La psychanalyse a été contrainte de déduire la vie mentale de l'adulte de celle de l'enfant, justifiant ainsi l'affirmation que l'enfant est le père de l'homme. Il a poursuivi la continuité du psychisme de l'enfant avec celui de l'adulte, mais aussi les transformations et les altérations qui ont un effet dans une telle trajectoire. La mémoire de la plupart des hommes présente une lacune dans ce qui renvoie aux premières années de leur enfance, dont nous ne retenons que quelques souvenirs fragmentaires.
On peut affirmer que la psychanalyse a comblé cette lacune, supprimant cette amnésie infantile des hommes, cf. L'intérêt pédagogique. En fouillant dans la vie mentale des enfants, nous avons fait des découvertes singulières. Ainsi, nous avons pu confirmer quelque chose déjà soupçonné, l'extraordinaire importance que les impressions de son enfance ont pour toute l'orientation ultérieure de l'homme, et surtout celle reçue dans ses premières années. On se heurte ici à un paradoxe psychologique qui ne cesse de l'être pour la conception psychanalytique, puisqu'il s'avère que de telles impressions, de la plus haute importance, n'apparaissent plus contenues dans la mémoire des années plus tard. Mais précisément en ce qui concerne la vie sexuelle, c'est là que la psychanalyse est parvenue à établir avec plus de netteté l'exemplarité et l'indélébile des premiers événements de la vie humaine. On revient toujours à ses premiers amours n'est qu'une timide vérité. Les multiples énigmes de la vie érotique adulte ne se résolvent pas sans tenir compte des facteurs infantiles de l'amour. Pour la théorie de ces effets, il faut tenir compte du fait que les premières expériences infantiles de l'individu ne sont pas le seul résultat du hasard, mais correspondent aussi aux premières activités des dispositions instinctives constitutionnelles avec lesquelles il est venu au monde. Une autre de nos découvertes les plus surprenantes est que, malgré une évolution ultérieure, aucun des produits psychiques infantiles n'a succombé chez l'adulte. Tous les désirs, impulsions instinctives, modes de réaction et dispositions de l'enfant subsistent chez l'adulte et peuvent reparaître sous des constellations convenables. Ils n'ont pas été détruits, mais simplement enterrés par la superposition d'autres couches psychiques. Ainsi, il constitue un caractère particulier du passé psychique qu'il n'est pas dévoré par ses propres séquelles, comme le passé historique. Au contraire, il subsiste à côté de ce qui en est sorti dans une simultanéité, soit simplement virtuelle, soit tout à fait réelle. La preuve de cette affirmation est que les rêves de l'homme normal ravivent chaque nuit son caractère enfantin et ramènent toute sa vie mentale à un degré infantile. Cette même régression vers l'infantilisme psychique a également un effet sur les névroses et les psychoses, dont les singularités doivent être qualifiées, pour la plupart, d'archaïsme psychique. L'énergie qui, des restes infantiles conservés dans la vie mentale nous donne la mesure de la disposition à la maladie, celle-ci devenant ainsi, pour nous, l'expression d'une inhibition du développement. Ce qui, dans le matériel psychique de l'homme, est resté infantile et refoulé comme inutilisable, constitue le najoul de son inconscient, et nous croyons pouvoir suivre dans l'histoire de la vie de nos patients comment cet inconscient, retenu par des forces répressives, espionne le temps entre en activité et profite des opportunités qui se présentent lorsque les formations psychiques ultérieures et supérieures ne parviennent pas à maîtriser les difficultés du monde réel. Ces dernières années, la psychanalyse a découvert que le principe selon lequel l'ontogénie est une répétition de la phylogénie pouvait également s'appliquer à la vie mentale, et de cette réflexion est né un nouvel essor de l'intérêt pour notre discipline. L'intérêt de la psychanalyse pour l'histoire de la civilisation. La comparaison de l'enfance de l'individu avec l'histoire primitive des peuples s'est révélée très fructueuse sous différents aspects, bien qu'il s'agisse d'un travail scientifique à peine commencé. La conception psychanalytique vient constituer ici un nouvel instrument de travail. L'application de ces hypothèses à la psychologie des peuples permet de poser des problèmes nouveaux et d'envisager sous un jour nouveau ceux déjà étudiés, en coopérant à leur solution. En premier lieu, il semble tout à fait possible d'appliquer la conception psychanalytique obtenue dans l'étude des rêves aux produits du fantasme des peuples, tels que les mythes et les fables. Depuis quelque temps, des travaux sont menés sur l'interprétation de tels produits, soupçonnant qu'ils contiennent un sens caché, recouvert par diverses transformations et modifications. La psychanalyse apporte à ce travail l'expérience acquise par son enquête sur les rêves et les névroses, à travers laquelle il doit être possible de découvrir les voies techniques de telles distorsions. Mais, en plus, elle peut révéler dans toute une série de cas les motifs cachés qui ont détourné le mythe de son sens originel. Il ne voit pas la première impulsion à la formation des mythes dans un besoin théorique d'expliquer des phénomènes naturels ou de justifier des préceptes ou des usages culturels devenus incompréhensibles, mais la cherche plutôt dans ses mêmes complexes psychiques et dans ses mêmes tendances affectives.
dont l'existence devait être vérifiée comme base des rêves et de la formation des symptômes. Ce transfert même de ses vues, de ses hypothèses et de ses connaissances permet à la psychanalyse d'éclairer de manière vivante les origines de nos grandes institutions culturelles, telles que la religion, la morale, le droit et la philosophie. En enquêtant sur ces situations psychologiques primitives, dans lesquelles l'impulsion à de telles créations aurait pu surgir, il devient possible pour lui de rejeter toute tentative d'explication basée sur le provisoire psychologique et de lui substituer une intuition plus profonde. La psychanalyse établit une relation intime entre toutes ces performances de l'individu et des collectivités, en postulant une même source dynamique pour les deux. Elle part de l'idée fondamentale que la fonction principale du mécanisme psychique est de soulager l'être des tensions générées en lui par les besoins. Une partie de ce travail est résolue au moyen de la satisfaction extraite du monde extérieur, et pour cela la maîtrise du monde réel est nécessaire. Mais une autre partie de ces besoins, et parmi eux essentiellement certaines tendances affectives, se voit toujours refuser toute satisfaction par la réalité. Cette circonstance donne lieu à la seconde partie du travail indiqué ci-dessus, consistant à procurer une décharge différente aux tendances insatisfaites. Toute histoire de civilisation est un exposé des voies qu'empruntent les hommes pour dominer leurs désirs insatisfaits, au gré des exigences de la réalité et des modifications qui apportent les progrès techniques. L'enquête sur les peuples primitifs nous montre des hommes d'abord livrés à une foi enfantine en la toute-puissance et nous fournit l'explication de toute une série de produits mentaux, les révélant comme des efforts visant à nier les échecs de cette toute-puissance et à maintenir ainsi la réalité loin de toute influence sur la vie affective, tant qu'il n'est pas possible de mieux la contrôler et de s'en servir pour la satisfaction. Le principe de l'évitement du déplaisir régit l'activité humaine jusqu'à ce qu'il soit remplacé par celui de l'adaptation au monde extérieur, beaucoup plus commode pour l'individu. Parallèlement à la domination progressive de l'homme sur le monde extérieur, se développe une évolution de sa conception de l'univers, qui s'éloigne de plus en plus de la foi primitive en la toute-puissance et s'élève, de la phase animiste à la scientifique, en passant par la religieuse. Dans cet ensemble entre le mythe, la religion et la morale, comme des tentatives pour parvenir à une compréhension des désirs insatisfaits. La connaissance des maladies névrotiques de l'individu a grandement facilité la compréhension des grandes institutions sociales, puisque les névroses elles-mêmes se révèlent à nous comme des tentatives de résoudre individuellement ces problèmes de compensation des désirs, qui devraient être résolus socialement par les institutions. La disparition du facteur social et la prédominance du facteur sexuel font de ces solutions névrotiques des caricatures inutilisables pour autre chose que notre clarification de ces problèmes importants. F. L'intérêt de la psychanalyse pour l'esthétique. La psychanalyse a également réussi à résoudre de manière satisfaisante certains des problèmes liés à l'art et à l'artiste. D'autres échappent complètement à son influence. Elle reconnaît aussi dans l'exercice de l'art une activité visant à atténuer les désirs insatisfaits, et ce, tant chez le créateur lui-même que plus tard chez le spectateur de l'œuvre d'art. Les forces motrices de l'art sont ces mêmes conflits qui conduisent d'autres individus à la névrose et ont poussé la société à créer ces institutions. Le problème de l'origine de la capacité artistique créatrice n'appartient pas à la psychologie de le résoudre. L'artiste cherche d'abord sa propre libération, et il y parvient en communiquant son travail à ceux qui souffrent de l'insatisfaction des mêmes désirs. Présente ses fantasmes réalisés, mais si ceux-ci devaient devenir une œuvre d'art, c'est par une transformation qui atténue la répulsion de tels désirs, dissimule leur origine personnelle et offre aux autres d'attrayants bonus de plaisir, conformes aux normes esthétiques. Pour la psychanalyse, il est aisé de découvrir, à côté de la part manifeste de la jouissance artistique, une autre part latente, beaucoup plus active, provenant des sources cachées de la libération des instincts. La relation entre les impressions de l'enfance et les destins de l'artiste et de ses œuvres, en tant que réaction à de telles impulsions, constitue l'un des objets les plus attrayants de la recherche analytique. Pour le reste, la plupart des problèmes de la création et de la jouissance artistique attendent encore de faire l'objet de travaux qui éclaireront sur eux les découvertes analytiques et préciseront leur place dans l'édifice compliqué des compensations des désirs humains.
en tant que réalité conventionnellement reconnue, dans laquelle, grâce à l'illusion artistique, symboles et produits de substitution peuvent provoquer des affections réelles, l'art forme un domaine intermédiaire entre la réalité, qui nous refuse l'accomplissement de nos désirs, et le monde de la fantaisie, qui nous fournit sa satisfaction, domaine où les aspirations à la toute-puissance de l'humanité primitive conservent toute leur énergie. G. Intérêt sociologique. La psychanalyse a bien fait du psychisme individuel l'objet de son investigation, mais dans cet ouvrage les fondements affectifs du rapport de l'individu à la société ne pouvaient lui échapper. Il a ainsi trouvé que les sentiments sociaux reçoivent une contribution de nature érotique, dont la suraccentuation et le refoulement ultérieur en viennent à constituer les caractéristiques d'un certain groupe de troubles psychiques. De même, il a reconnu, en général, le caractère asocial des névroses, qui tendent toutes à expulser l'individu de la société, substituant l'asile que le cloître lui offrait auparavant à l'isolement que la maladie entraîne avec lui. L'intense sentiment de culpabilité, dominant dans tant de névroses, s'avère à ses yeux une modification sociale de l'angoisse érotique. D'autre part, la psychanalyse a découvert à quel point les circonstances et les exigences sociales participent à l'étiologie de la névrose. Les forces qui produisent la limitation et la répression des pulsions par le moi proviennent essentiellement de la docilité du moi vis-à-vis des exigences culturelles sociales. Cette même constitution et ces mêmes expériences d'enfance, qui conduiraient l'individu à la névrose, n'obtiendront pas un tel effet lorsqu'il n'y a pas une telle docilité ou de telles exigences dans le milieu social où l'individu vit. La vieille affirmation selon laquelle la nervosité était un produit de la civilisation a au moins une part de vérité. L'éducation et l'exemple placent le jeune individu avant les exigences culturelles. Dans les cas où le refoulement des instincts s'opère en lui, indépendamment des deux facteurs mentionnés, nous devrons supposer que la demande primitive est finalement devenue une propriété héréditaire organisée de l'homme. L'enfant, qui produit spontanément des refoulements d'instincts, ne ferait que répéter une partie de l'histoire de la civilisation. Ce qui constitue aujourd'hui une restriction interne n'a été à un moment donné qu'externe, peut-être imposé par les circonstances de l'époque, si bien que même ce qui est présenté aujourd'hui à chacun comme une exigence culturelle externe peut devenir un jour une disposition interne à la répression. H. Intérêt pédagogique. L'intérêt maximum de la psychanalyse pour la pédagogie repose sur un principe, démontré à l'évidence. Seul celui qui est capable de s'insinuer dans l'âme de l'enfant peut être enseignant, et nous, les adultes, ne comprenons pas notre propre enfance. L'amnésie de notre enfance est la preuve de notre étrangeté. La psychanalyse a découvert les désirs, les produits mentaux et les processus évolutifs de l'enfance. Tous les efforts antérieurs étaient incomplets et erronés au possible, pour avoir complètement négligé le facteur inestimable de la sexualité dans ses manifestations somatiques et psychiques. L'étonnement sceptique avec lequel sont reçues les découvertes les plus évidentes de la psychanalyse sur cette question de l'enfance, celles faisant référence au complexe d'Oedipe, au narcissisme, aux dispositions perverses, à l'érotisme anal et à la curiosité sexuelle donne une idée de la distance qui sépare notre vie mentale, nos évaluations et même nos processus mentaux de ceux de l'enfant normal. Lorsque les éducateurs se seront familiarisés avec les résultats de la psychanalyse, il leur sera plus facile de se réconcilier avec certaines phases du développement de l'enfant et, entre autres, ils ne prendront pas le risque d'exagérer l'importance des pulsions instinctives perverses ou asociales qui l'enfant affiche. Au contraire, ils se garderont de toute tentative de tuer violemment de telles pulsions, sachant qu'une telle procédure d'influence peut produire des résultats aussi indésirables que la passivité face à la perversion infantile, tant redoutée par les éducateurs. La répression violente des instincts énergétiques, effectuée de l'extérieur, ne produit jamais chez les enfants la disparition ou l'expiration de ces instincts, mais seulement un refoulement, qui amorce une tendance à d'autres maladies névrotiques. La psychanalyse a fréquemment l'occasion de vérifier la grande participation qu'une éducation insuffisamment sévère a dans la production des maladies nerveuses ou avec quelle perte de capacité de performance et de jouissance la normalité requise est atteinte.
Mais cela peut aussi montrer combien ces instincts pervers et asociaux de l'enfant apportent une contribution précieuse à la formation du caractère lorsqu'ils ne succombent pas au refoulement, mais sont détournés, par le processus appelé sublimation, de leurs fins primitives et dirigés vers des fins plus valables. Nos meilleures vertus sont nées, comme réactions et sublimations, sur le terrain des pires dispositions. L'éducation doit se garder soigneusement d'aveugler ces précieuses sources d'énergie et se borner à promouvoir les processus par lesquels ces énergies sont dirigées dans le bon sens. Une éducation basée sur les connaissances psychanalytiques peut constituer la meilleure prophylaxie individuelle contre les névroses, cf. Les travaux du Dr Oscar Pfister, Zurich. Je ne pouvais pas considérer dans ce travail la tâche d'exposer à un public scientifique la portée et le contenu de la psychanalyse, avec toutes ses hypothèses, ses problèmes et ses résultats. Il me suffira d'avoir clairement indiqué pour combien de secteurs scientifiques leurs recherches sont intéressantes et combien de relations ils commencent à établir avec eux. Intérêt multiple de la psychanalyse. Sigmund Freud.